Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque. Il a été le 23e Français à avoir traversé la Manche. Il a une histoire qui est très particulière parce qu'il vient d'un monde qui n'est pas du tout sportif. Il a été maçon au départ. Et ensuite, il s'est lancé dans cette course, dans ce challenge extraordinaire qu'il a réalisé avec succès. Donc, il va nous parler bien sûr de ça. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin parce qu'il n'est pas juste nageur. Il a tellement de facettes entrepreneuriales. Il est conférencier. Il a donné à peu près une 70 conférences. Il a coaché plus de 1000 heures des performeurs, des patrons d'entreprise, des dirigeants, des managers. Il a fait 2 TEDx. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir d'accueillir Gregor Osbolt. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir en tous les cas de t'avoir. On se connaît depuis quelques années maintenant. Ouais. On se croise dans différents domaines, parfois par hasard. Et le hasard fait toujours bien les choses. Et donc, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et d'être dans le studio d'Inspiration aujourd'hui. Plaisir partagé et très heureux d'être là, en espérant d'apporter le plus de valeur et au moins un petit fragment de mon expérience. Alors, de la valeur, je pense que j'ai aucun doute pour que tu en apportes, parce que tu as une expérience, en tous les cas, une philosophie de vie et une identité des valeurs qui font que tu vas forcément apporter de la valeur. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour commencer, ce que j'aimerais, c'est que tu me parles un petit peu de ton parcours. C'est vrai que j'ai tracé rapidement ce que tu as fait en exploit sportif. Mais avant l'exploit sportif, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'homme qui était avant cet exploit sportif. Et me dire un petit peu qu'est-ce qui pousse une personne à se dire un jour, eh bien, je vais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça en tant qu'humain ? Et qu'est-ce qu'on a envie de se prouver peut-être, ou bien encore de prouver aux autres, parce que le regard des autres est important. Oui, bien sûr. Et tu le sais, on le sait tous, même si on se dit que c'est pas si important que ça. Je pense que c'est très important. On a tous besoin d'être aimés. Ça fait partie des choses fondamentales de notre de notre personne, en tant qu'humain, tout simplement. Donc, j'aimerais que tu nous parles, en fait, et qu'on aille étape par étape, puisqu'il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi, et on n'a qu'une heure. Donc, on va aller vraiment dans le fond. Ouais, avec et avoir plaisir. Une belle discussion avec toi. Ta question, elle touche à l'identité. Et moi, j'aime à dire que j'ai eu 3 grandes phases dans ma vie, dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais 3 vraiment grandes phases dans ma vie. La première, c'est, comme tu l'as dit, le maçon, le travailleur, le salarié, la personne qui a suivi ce dont mes parents voulaient pour moi et qui a suivi cette envie pour moi d'avoir un job qui me permettait en fait de pouvoir vivre correctement, décemment et qui ne manquerait pas, où il n'y aurait pas de pénurie. Et donc, je suis maçon de formation, donc je peux te construire une maison, si c'est ça la question, et même des immeubles beaucoup plus grands. Et en fait, j'ai adoré ce métier. Et ensuite, après, je suis devenu conducteur de travaux en bâtiment, donc j'ai fait de la gestion de chantier, de bâtiments de plusieurs millions d'euros. Et moi, j'ai toujours été fasciné par comment on pouvait rendre un bâtiment avec 17 corps de métier. Tu vois, là, juste dans le studio, il y a plein de corps de métier divers et variés qui ont travaillé. Comment on les faisait travailler ensemble, surtout qu'ils n'ont pas le même vocabulaire. Il y en a qui vont parler en centimètres, d'autres en mètres. Il y en a qui vont avoir des rapports au temps complètement différents. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fascinait. Donc, la première, c'est vraiment le constructeur. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me faisait fondamentalement vibrer. Et ensuite, il y a le voyageur découvreur. Donc, je suis parti pendant plus d'1 an et demi avec mon sac à dos sur le dos. J'ai fait un Working Holiday Visa en Australie, comme énormément de jeunes à l'époque. Maintenant, c'était il y a plus de 12 ans maintenant. Et ensuite, j'en ai profité pour beaucoup travailler, pour ensuite aller voyager autour. Et le but, c'était de payer mon voyage avec ça. J'avais pas d'objectif, pas d'ambition précise. C'était juste de voyager, de rencontrer des gens. Et ça a été vraiment quelque chose d'ultra formateur pour moi. Et j'en suis parti pour plein de raisons, dont des raisons émotionnelles. J'ai vécu un gros décès familial et j'ai pensé qu'aller voyager à plus de milliers de kilomètres, ça pouvait aller emmener ma tristesse avec moi, mais on pourra rentrer dans le détail après. Mais cette période de ma vie m'a appris que, en fait, je n'étais pas mon niveau d'études, je n'étais pas mes anciens métiers. Ça m'a construit, ça m'a formé, mais par contre, par le fait d'apprendre, de me former, d'ouvrir des livres, ça me permettait en fait de pouvoir rentrer en connexion avec d'autres cultures, d'autres typologies de personnes. Et ça, pour moi, ça a été un apprentissage assez fou.
Donc vraiment le voyageur, apprentissage. Et le troisième, l'entrepreneur. J'aime partir d'une feuille blanche. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Un coach, c'est quelqu'un qui va aller chercher des outils pour aller résoudre des problèmes. Déjà, d'abord les siens. Au moins aller les comprendre et au moins aller travailler. C'est de ça dont on parle et c'est de ça dont on va parler sur la traversée de la Manche. Mais c'est aussi d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut. Et ça, c'est un truc chez moi qui a toujours été présent. C'est que dès que quelque chose ne me parle plus, mon corps m'envoie tous les signaux. Et si je ne les écoute pas, les signaux vont devenir de plus en plus forts. Et donc, c'est vraiment cette capacité, pas toujours que j'ai développée, mais cette capacité que j'ai développée au fur et à mesure à essayer d'aller m'écouter. Et donc, toute cette partie-là, c'est vraiment l'entrepreneur. Et ça va faire 11 ans que j'entreprends. J'ai monté plusieurs activités dans des sujets divers et variés qui vont de l'économie sociale et solidaire à des sujets pour du gros corporate, notamment sur plusieurs structures, notamment sur un gros fournisseur d'électricité français. Moi, mon délire, c'est vraiment la feuille blanche, résoudre un problème et aller parler aux gens pour essayer d'aller comprendre psychologiquement ce qui fait qu'il y aura un acte d'achat ou pas, ou même aller encore plus loin, ce qui fait que ça va vraiment leur apporter de la valeur, puisque l'acte d'achat se fait par rapport à de l'apport de valeur. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment ça mon sujet. Et le grand fil rouge de tout ça, c'est depuis l'âge de 20 ans que je suis passionné par le développement personnel au sens général du terme. Le développement personnel, c'est pas que les livres, c'est aussi l'étude philosophique, c'est aussi la compréhension de la religion qui a vraiment shapé énormément de choses dans nos sociétés. Dans nos vies, et c'est vraiment ce sujet-là c'est vraiment ça qui me tient et que j'aime fondamentalement, c'est l'apprentissage. Et c'est comprendre la psychologie et la psychologie humaine par la performance et aussi par le sens. C'est intéressant parce que dans les 3 points que tu viens de citer là, le premier point, lorsque tu parlais de construire, bâtir une maison, un bâtiment ou autre, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe en entreprise avec des personnes différentes, puisqu'il y a plein de corps de métier, donc plein de cultures différentes, des visions différentes, des personnalités différentes, des psychologies différentes, des passés différents, et qui essayent de créer une structure qui soit solide. Et je pense que tu le rencontres dans les entreprises aujourd'hui. Cette structure n'est pas toujours très simple parce que l'un doit comprendre l'autre. Le langage est très différent entre les uns et les autres. Et c'est un peu ce que tu as vécu, je pense aussi, si on reprend un petit peu l'image de la maçonnerie ou bien de la construction. C'est un peu ce qu'on voit et c'est comment je vais faire en sorte en fait de mettre les bons axes, les bons niveaux pour faire en sorte qu'il y ait de la performance. Puisqu'on est toujours sur la performance en réalité, d'une certaine manière. Je sais qu'en France, la performance est peut-être parfois un peu mal vécue dans le sens propre du terme, mais je crois qu'on est tous dans la performance. Les entreprises aujourd'hui, s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Et, complètement. Donc, et moi, j'ai mis du temps avant d'accepter cette partie de moi. En fait, quand je vais quelque part, quand je fais quelque chose, je vais être premier. Alors, dit ça comme ça veut dire oui, il va être premier et il y a tout un espèce de décorum et d'histoire, parce que nous sommes des animaux d'histoire, mais d'histoires qui ont été créées sur le fait d'être performant, ça veut dire écraser les autres. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, ma définition de la performance, c'est que c'est ce qui me permet en fait, d'aller chercher un caractère particulier, c'est d'aller chercher quelque chose en profondeur chez moi qui va me permettre de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer et de pouvoir me rencontrer. Et la performance, par contre, n'est performante que si elle est vue d'autres. En fait, tu peux me dire pendant des heures que tu as réussi ça. J'ai eu un débat et vraiment un coaching ce matin avec un client en natation. Je lui ai dit, moi, j'ai été capable à un moment donné, avec mon coach seul, très tôt le matin, je pouvais faire un 100 mètres à la minute. Et en fait, il m'a dit, oui, mais moi, j'ai regardé tes temps. J'ai regardé tes temps sur le site de la Fédération française de natation. Tu as fait 1,6 sur ton dernier temps. C'est vrai. Mais est-ce que c'est performant ? En fait, c'est ça la vraie question. C'est est-ce que si je l'énonce que j'ai fait 1 minute, sachant que dans mon fort intérieur, ça a été vraiment un passage, sauf que j'ai pas réussi à le reproduire dans un temps donné, avec un niveau de stress donné.
Et c'est ça qui est intéressant avec la performance, c'est qu'il y a ta performance entre toi et toi-même, et il y a la performance quand tu vas la sortir vers l'extérieur. Bien sûr. Et quand elle va être visible d'autres. Et et c'est là où on en vient, la performance est souvent connectée au leader, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui va prendre des risques, énoncer les choses, face à peut-être potentiellement de la critique, et peut-être potentiellement le fait que ça ne marche pas et que ça soit vu d'autres. Parce que si je ne réussis pas de passer à la minute devant mon coach va se foutre de ma gueule et c'est tout. C'est tout. Mais se passer de plus. Quand on est face à un public et face à d'autres personnes, là, ça emmène. Et c'est ça qui est intéressant dans la performance, c'est qu'il y a aussi le niveau de stress et du nombre de personnes qui te regardent à cet instant T. Bien sûr. Mais c'est un point que tu soulignes qui est très important, justement. C'est comment je crée de la performance, comment je vais chercher des ressources qui sont peut-être pas visibles aujourd'hui en moi, pour faire en sorte, dans une situation de stress, parce qu'il y a ça en fait, dans la performance, il y a la gestion des émotions qui est très importante, et je pense que tu vas nous en parler, parce que tu as eu quand même, dans cette eau froide, glacée, je pense que tu t'es posé 2-3 questions, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on est figé sur notre objectif, mais il y a forcément des choses qui se passent, et même si on n'a pas la main dessus, ça tourne dans la tête, et il faut quand même le faire taire, cette voix intérieure qui te dit mais il fait froid, t'es stressé, qu'est-ce que tu fous dans cette eau en fait. Et donc c'est comment tu vas à un moment donné faire taire ces voix, ce qu'on appelle le soliloque d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le terme, mais voilà, ce fameux soliloque, cette voix intérieure qui vient te barrer un petit peu ou te freiner ta performance, aussi bien mentale que physique. En fait, je crois que la gestion émotionnelle, la compréhension de mes émotions est quelque chose sur lequel on doit s'atteler toute sa vie. Pas comme un labeur ou un travail, mais comme quelque chose qui fait partie de nous. À certains moments, on ne comprend pas qu'on peut avoir des variations émotionnelles qui peuvent arriver. Ça peut être totalement inconscient, juste sur une odeur, juste sur quelque chose de vu et autres. L'apprentissage de la traversée de la Manche à la nage, c'est un apprentissage à ce moment donné-là de la performance, mes émotions ne doivent pas prendre de place. C'est ça. Mais on parle que de 14 heures dans un entraînement qui va durer plus d'1 an. Bien sûr. Qui va durer 1300 km d'entraînement. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a l'émotion qui est purement darwinienne, qui est celle de t'es dans de l'eau froide. Là, c'est la traversée de la Manche, c'est 33,7 km de côte à côte. Et après, avec les courants, ça peut monter jusqu'à plus de 60 km. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tu vas nager dans la nuit noire. Donc, ça veut dire que tu dois être en capacité de pouvoir gérer tout le système qu'il va y avoir autour de toi et les émotions qui emmènent. Puis tout est en alerte. La nuit noire. Ton corps, il est en alerte, ton mental, il est... Tout, en fait, et c'est ça que j'adore, c'est que tu n'as pas le temps de penser, de savoir si tu as fait correctement ça ou si tu as parlé correctement à X ou à Y. C'est que tu ne peux pas être plus que là maintenant. C'est ce que j'aime dans l'eau froide. C'est ce que j'aime dans l'eau glacée, c'est ce que j'aime dans l'eau froide. C'est qu'en fait, ça te met dans un système physiologique où l'hypothermie tape à la porte. Et en fait, ton corps va être constamment dans cette espèce de truc un peu animal où en fait, tu n'es plus en train de ruminer ou être en train de penser. Et c'est vraiment ce que j'aime à la différence quand tu rentres dans une eau beaucoup plus tempérée. Et donc, en fait, la gestion émotionnelle, si je reprends le fil de ce que j'étais en train d'énoncer, c'est que le sujet de la gestion émotionnelle, c'est qu'est-ce que tu en fais réellement ? Parce qu'une émotion n'est ni plus ni moins qu'un message. Si je suis dans la nuit noire, qui a beaucoup de peur, de fatigue, tu sais pas ce qui se passe en dessous et autres, toutes les cellules de mon corps sont en train de me dire « c'est un peu débile ce que tu es en train de faire, j'aimerais que tu sortes s'il te plaît ». C'est ça. Ça, c'est la version policée. C'est ça. Et maintenant, je vais te dire la version hardcore parce que c'est la manière dont je me parle. C'est t'es complètement un gros débile, s'il te plaît, remonte sur le bateau. Et en fait, cet enjeu-là, c'est d'être constamment, d'essayer de comprendre si c'est une émotion darwinienne. Et là, tu dois te sauver. Et on a tous ressenti, tu sais, ce truc qui te parcourt l'échine réellement. Bien sûr. C'est là où tu sais que si ton corps va se barrer, si ton corps va se freeze et vraiment s'arrêter, ou si tu vas rester entre deux dans l'attente. Et en fait, c'est ce moment-là qui est intéressant à aller voir. Et après, tu as d'autres peurs que tu vas te créer au fur et à mesure. Et ça, c'est l'entraînement qui t'emmène en fait à savoir gérer et à essayer de comprendre ce qui va se passer parce que en fait, tu n'es plus dans la découverte. Quand tu es dans l'eau sur la traversée, tu n'es plus en train de te demander si tu as le droit d'être là ou pas. C'est trop tard. T'es dedans, ça y est. Il y a pas de sujet. Par contre, tout l'entraînement amont
et d'une telle rudesse et d'une telle difficulté que en fait, c'est ça qui va t'emmener à essayer de comprendre comment tu vas pouvoir gérer ça émotionnellement parlant. Donc, en sautant dans l'eau, à 2 heures du matin sur les côtes anglaises, moi, je suis une machine de guerre. J'ai envie d'aller en découdre, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de kiffer parce que c'est fini. Et j'ai envie de prendre du plaisir tout en étant totalement concentré sur ce qui est en train de se passer. Et donc, mes émotions à ce moment donné-là, je les prends, mais là, je les extériorise pas. Je joue avec, mais dès qu'il y en a une qui commence à poindre, je la dégage le plus rapidement possible. Parce que sinon, tu te retrouves constamment avec un message qui arrive en te disant « barre-toi, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. » Et alors que j'ai entraîné mon corps à avoir moins de voix, cependant, j'ai entraîné aussi mon corps à être en capacité de me dire « là, ça devient dangereux par contre pour toi, il faut vraiment que tu sortes. » Et c'est un juste équilibre. C'est un juste milieu entre la vitalité et... Par contre, les messages émotionnels qui sont juste des messages... limbiques, qui te viennent de tes croyances, qui te viennent de ton environnement ou qui te viennent construits par toi-même. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas tricher, en fait. Tu n'es pas dans une position de pouvoir tricher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton entraînement, puisqu'il faut quand même le rappeler, 1300 km d'entraînement à la piscine, on parle... Alors, si c'était à la piscine encore, ça serait beaucoup mieux. Oui. J'ai dû faire à peu près 350-400 km en piscine. Et là, je faisais vraiment de l'entraînement particulier, précis, où là, on fait ce qu'on appelle du fartlek pour les connaisseurs. C'est un terme qui est repris de la course à pied, mais où là, on faisait vraiment du sprint. C'était ma capacité à pouvoir réaccélérer parce qu'en arrivant sur les côtes françaises, tu as un courant de face. C'est simple, c'est soit tu es capable d'accélérer, soit tu n'es pas capable d'accélérer. Et donc, si tu n'es pas capable, tu rentres. Et si tu es capable d'accélérer à ce moment donné-là, il faut quand même mettre cette intensité pendant un certain bout de temps. Ça, c'est vraiment un point vraiment qui est ultra fort et ultra puissant sur la traversée. C'est comment tu gardes le plus d'énergie pour être en capacité de passer ce fameux courant. Et ensuite, après, c'est vraiment un entraînement au froid. Et donc... Si tu sautes dans l'eau et que tu te poses une question métaphysique de savoir si l'eau est chaude ou froide, t'es mort. C'est ça. T'y vas pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas trouver toutes les histoires possibles et imaginables. Et même si tu sautes dans l'eau et tu te dis, elle est froide, tout ton système de croyance va être, t'as vu, elle est froide. Tu trouves pas qu'elle est froide. Sauf que tu vas te le dire 2 fois pendant 1 heure, c'est cool. Oui. Sauf que là, tu vas te le manger pendant 14 heures. Donc en fait, tout mon entraînement reposait sur ma capacité à jouer avec le froid, à en faire une alliée. Et non, je ne suis pas contre le froid, mais elle fait partie de moi. De l'environnement et elle fait partie de l'équation de la traversée. Et je dois résoudre cette équation. Et en fait, ce mécanisme-là, en fait, ça te permet en fait, de gérer le froid. Et petit à petit, c'est 200 bains froids à 10 degrés, pendant 30 minutes sans bouger. Donc, c'est vraiment tout un entraînement sur du froid statique. Et après, on avait du froid où je suis allé jusqu'à aller faire de l'eau glacée. Où là, qui n'est pas du tout le même sport, mais qui permet par contre de comprendre très rapidement comment ton corps va réagir à ça. Et après, moi qui aime bien manger, j'ai pris 10 kilos de gras. Ça permettait quand même de pouvoir d'être beaucoup plus confortable. Donc, aux grandes dames des gens qui me regardaient, mais moi, je pouvais manger tranquillement ce que je voulais à la cantine, en plus de tous mes entraînements. Tu savais que tu allais brûler tout ça de toutes les façons. Ouais, et puis... tu en avais besoin surtout. Et puis, ça s'appelle un prix à payer, en fait. Moi, je n'ai jamais fait de sport pour le physique. Je devrais peut-être d'ailleurs, mais ce que je veux dire, quand j'adore, là maintenant, mon nouveau défi, j'ai fait des très longues marches. Je me suis lancé plein de défis, parce que là, on parle de traverser de la Manche, mais comme je me suis amusé à aller monter sur un ring de boxe qui m'a demandé de changer ma morphologie et mon rapport à la graisse. Bien sûr. Et c'est ça, donc, en fait, j'ai envie de parler. C'est que, c'est quoi le prix à payer ? Moi, mon prix à payer, c'est d'avoir une image de moi qui est différente. Et ça, quand tu commences à creuser, c'est pas si facile que ça, parce que j'ai jamais fait autant de sport de toute ma vie. Je nageais énormément et je continuais à grossir. Et donc, c'est quoi le rapport que j'ai avec la femme qui partageait ma vie à cette époque ? C'est quoi, moi, mon rapport à mon corps quand je me regardais dans la glace ? C'est quoi le prix à payer ? Et en fait, dans tout acte, il y a un prix à payer. Dans toute performance, il y a un prix à payer. Et quand je dis prix à payer, c'est pas dit dans le sens où c'est un prix, tu dois vendre ton âme. Il y a un prix à payer.
est-ce que tu es capable de le payer? Et là, c'est un moment que j'adore en ce moment, c'est que beaucoup de gens m'ont vu sur les réseaux et ont vu d'autres de mes potes qui ont fait la traversée. On est moins de 30 Français à l'avoir réalisé. Et là, en ce moment, il y a plein de gens qui m'appellent en disant « Ouais, moi aussi, mon rêve, c'est de traverser la Manche et tout. » Est-ce que tu peux? Je trouve ça trop bien. Moi, j'adore. C'est pas moi qui vais pas te donner... je vais te donner plein d'informations. Par contre, je leur dis toujours, je vais prendre 20 minutes avec toi. Je vais t'expliquer ce qu'est la traversée. Par contre, la prochaine fois qu'on communique, c'est après l'hiver. Tout se gagne l'hiver. Tout se gagne... Dans les conditions... Tout se gagne en février, quand tu es à 5 h du matin, que ton réveil est en train de sonner, qu'il faut que tu manges, qu'il faut que tu te lèves et que tu sais que tu vas rentrer 1h30 dans une eau à 10 degrés et que tu vas en sortir en rampant et que tu vas trembler toute la journée parce que ton corps est en train de remonter en température. Ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. Mais sauf que la répétition, rentrer dans un bain d'eau glacée, et là je parle à tous mes copains qui font des stories Instagram, regardez, je rentre dans un bain d'eau glacée, ok, c'est trop bien, c'est trop cool, tu restes 2 minutes, tu restes en statique, c'est trop bien. Mais moi, ma vraie question, elle est, qu'est-ce qui se passe quand tu es tout seul devant ton bain glacé? C'est ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le langage quand t'as pas les réseaux sociaux qui sont derrière toi? Quand t'as même pas ton coach, parce que moi, dans les lacs, les gens me regardaient comme un espèce d'extraterrestre. Je faisais le malin avec une grosse énergie de yang en montrant, regardez comment je fais. Sauf que, en plein mois de février, t'étais dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et le soir, quand je me regardais dans la glace, qu'est-ce qui se passe? Et moi, les moments où j'ai le plus appris, c'est les 2 moments, et je me rappelle encore plus que tous les moments où je suis rentré, c'est les 2 moments où je ne suis pas rentré. Parce que j'avais peur, parce que je me suis inventé des histoires, parce que pour plein de raisons diverses et variées. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette info et comment, par exemple, une fois, le matin, j'ai pas réussi et le soir, j'y suis retourné. Parce que je voulais pas rester sur un échec et que j'avais envie de montrer et de continuer à être dans cet apprentissage-là. Parce que si je sais que je me connais, si j'ouvre la porte, c'est fini. Je vais commencer j'ai commencé à ouvrir la porte pour négocier avec moi-même. Ouais. Ça s'appelle le prix à payer. Je crois que le problème, en fait, c'est quand tu commences effectivement à négocier avec ton cerveau. Et cette notion de prix à payer, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans mes coachings aussi, parce que dans toute décision que tu prends, selon le niveau d'engagement que tu souhaites avoir, en tous les cas, il y a un prix à payer. Bien sûr. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt, toi, qui as passé, par exemple, tu as passé 1 an et demi à t'entraîner? Donc, ça veut dire que c'est un engagement. Tu étais en couple. Ouais. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est une volonté, c'est de la détermination, c'est de la persévérance. Ça demande tellement de choses profondes que c'est important d'être au clair avec le prix à payer. Parce que, comme tu le dis, le jour où c'est compliqué, en plein hiver, quand tu es tout seul, est-ce que tu vas y aller? Carrément. Et c'est ça le truc, en fait. C'est de se dire à un moment donné, voilà, est-ce que je suis prêt à payer le prix de ce que je suis en train d'engager aujourd'hui? Complètement. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui me disent ça, je leur dis, reviens après l'hiver. En fait, je serais tellement content que tu puisses aller réaliser un de tes rêves, sauf que, ok, qu'est-ce qui se passe en hiver? Dis-moi ce qui se passe en hiver. Montre-moi. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de gagner la confiance de mon coach, Mathieu, si tu m'entends, de gagner sa confiance. C'est ce qui m'a permis, en fait, je suis pas meilleur nageur qu'un autre. Je suis pas, tu peux le demander à Mathieu, hein, je suis pas le meilleur technicien de la planète. Par contre, le truc que je lui ai démontré, c'est que j'allais progresser et que j'allais passer les étapes et que mon but, il n'était pas de griller les étapes, mais que j'allais monter en puissance à chaque séance. Mais monter en puissance, c'est pas monter en puissance, c'est de montrer, regarde, je rentre dans de l'eau à 16 degrés, je peux y rester 2 heures, regarde ce qui se passe. Non. Et c'est ça, moi, que j'adore. Et moi, je suis un très grande fan de Wim Hof. Je me suis formé avec beaucoup de gens, j'ai beaucoup discuté. Et c'est un truc qu'on oublie aujourd'hui, notamment sur Wim Hof et la gestion du froid, c'est que tout le monde veut montrer combien de temps il reste le plus longtemps. Sauf que le problème de ça, c'est que tu vas montrer à tout le monde que tu restes longtemps. Sauf que ton corps, il va imprimer de « Ah ouais, j'ai adoré, t'as montré, t'es resté 6 minutes dans l'eau glacée, c'est trop bien ce que tu viens de faire. » Sauf que ton corps, il te dit « Ouais, mais c'est super dangereux ce que tu viens de faire, je le referai plus jamais. » Oui. Et en fait, le vrai sujet de Wim Hof, c'est comment tu restes 1 minute. Et la fois d'après, comment tu restes 1 minute 10. C'est ça. Et 1 minute 11. Et 1 minute 15. Et en fait, comment tu vas habituer à ton corps. Et en fait, cet effet cumulé va permettre d'avoir des résultats. Certes, ils seront moins Instagrammables et bankable. Parce que, en fait, le mécanisme va faire que tous les jours, tu vas faire juste une petite progression. Mais sauf que tous les jours, tu fermes les yeux, t'expliques à ton cerveau et à ton corps.
regardez, on est resté 1 seconde de plus. T'es pas mort, tout va bien, on continue l'entraînement. Et en fait, c'est ce mécanisme d'effet cumulé constant qui fait qu'à un moment donné, tu te donnes en capacité, tu te dis, OK, je peux le faire. Et moi, j'ai mis 8 mois avant de dire, OK, Grégor, je me donne l'autorisation d'avoir un bateau. Et je me donne l'autorisation de pouvoir le faire alors qu'il y a des champions du monde qui se sont cassés les dents sur sur la traversée. Et c'est là où on est sur la performance, comme tu disais, en fait, quand tu as fait 1 minute, 1 minute 1, 1 minute 2, bah, c'est de la performance à chaque fois. Complètement. Voilà, que tu crées. Et en plus, il y a cet apport dopaminique aussi. Parce que le fait de faire 1 seconde de plus dans un contexte qui est un peu anxiogène, il faut dire ce qu'il y a, puisque le corps, il est juste... C'est complètement anxiogène. Pour avoir vécu un peu de froid quand même, et des glaçons, et des Wim Hof, et tout ce que tu veux, c'est très anxiogène. Et de le faire régulièrement. Parce que, comme tu dis, beaucoup de gens sont sur Insta, une photo, une fois. C'est bien. En revanche, quand tu dois le faire tous les jours, parce que tu as un objectif derrière qui est puissant, et que ça fait partie de ton entraînement et de ta préparation et que tu n'as pas le choix parce que tu sais que dans 1 an et demi, tu as ce challenge en fait à relever et qui, lui, ne te pardonnera pas parce que, comme on disait tout à l'heure, tu ne peux pas tricher. Non. Donc, c'est une préparation. Et il ne faut pas tricher. Et il ne faut pas tricher. C'est dangereux. Exactement. En fait, on est en train de parler... de vie ou de mort, là. Moi, ma mère, la première fois que je lui ai dit que j'allais traverser la Manche à la nage, elle m'a regardé. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit 6 fois le mot non. Mais en fait, je comprends. En fait, Bien sûr. D'un point de vue totalement extérieur, c'est débile. Et puis, comme c'est extraordinaire, bah, en fait, tu as peur de ce que tu ne connais pas. Et donc, ça en vient de qui tu t'entoures et qu'est-ce que tu vas mettre dans ton environnement. Mais moi, ma plus grosse difficulté, elle vient plutôt d'un atavisme familial. Je suis un très grand fan de Zola. Je me suis amusé à lire toute l'œuvre de Zola. C'était un de mes défis. Quand j'étais dans un endroit, à un moment donné de ma vie, j'étais vraiment perdu intellectuellement. J'avais aucune nourriture intellectuelle. Et en fait, je me suis mis à lire Zola. Et le naturaliste que je suis adore ce qu'on appelle l'atavisme familial. C'est soi-disant des traits de caractère que l'on va se passer de famille en famille. Et moi, il y a une croyance familiale que j'adore, que j'ai appris à aimer, qui est « tu ne dois pas faire de vagues. Ne fais pas de vagues ». Pour un type qui veut traverser la Manche à la nage, c'est un peu débile, quoi. Sauf que cette croyance, elle a sauvé ma famille. Elle a sauvé au moins une partie des branches de ma famille. Parce que, en tant qu'immigré qui vient dans un pays, le but, c'est de s'intégrer. Bien sûr. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est apprendre la langue, ne plus parler la leur, et travailler le plus possible pour apporter le plus de valeur au pays. Donc, ne fais pas de vagues. Donc, la ramène pas. Intègre-toi. En gros, tu n'as pas le droit d'être là, intègre-toi le plus possible. Et ça. Donc, ça a été passé aux enfants, qui sont mon père, ma mère, et là, on parle de mon père. Et donc, ce passage-là, il est intéressant parce que c'est ce qu'il a appris. Donc, il a bossé beaucoup plus et trop que de raisons pour montrer que, OK, je vais montrer maintenant, mes parents se sont intégrés, on est intégrés, mais je vais vous montrer qu'on apporte encore plus de valeur. Mais par contre, ne parle pas de tes résultats. Et moi, c'est ce que je vais chercher là-dedans. Donc forcément, même si c'est un peu plus édulcoré, cette croyance m'a été passée d'une certaine manière. Et moi, j'avais cette croyance-là qui était profonde en moi, qui était « ne fais pas de vagues ». Comment tu fais alors que 1 an plus tôt, le champion du monde du 25 bornes s'est pété les dents sur le truc que tu as envie de faire. Donc en fait, s'il y a bien un mec qui peut réussir ça, c'est lui, quoi. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que c'est venu chercher en moi. Ma peur de ne pas être à la hauteur, ma peur de briller, ma peur de montrer que je peux faire des choses qui sont extraordinaires, de me montrer et en plus de le montrer à la face du monde. Et typiquement, la traversée, pour moi, c'est pas que la traversée. Je peux te présenter des gens qui ont fait des trucs encore 100 fois plus fous. Et c'est intéressant. Et ça, c'est mon niveau de comparaison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu commences à aller creuser là-dedans. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le travail en fait que tu fais à côté sur... Alors, tu le sais, mon podcast s'appelle Inspiration. Et je vais revenir un petit peu à ton coach, du coup, à ta famille aussi. Qu'est-ce que toi, ce mot inspiration, qu'est-ce que ça t'inspire d'une certaine manière ? Et est-ce qu'il y a eu des personnes qui, autour de toi, t'ont inspiré dans ce parcours, dans ce voyage, puisque c'est un vrai voyage, d'une certaine manière initiatique aussi, parce que tu as dû faire face à tes croyances limitantes parfois. Ouais. Tu as dû te dépasser peut-être chaque jour dans des moments qui étaient très compliqués. Tu as dû, comme tu disais, sortir de « ne fais pas de vagues » à peut-être faire des vagues. Ouais. Voilà. Ou au moins à surfer. Ou en tous les cas, à surfer, exactement, être plus... et briller, parce que tu as brillé maintenant, du coup, voilà, briller, de se montrer,
Et puis aujourd'hui, de partager cette expérience aussi, parce que je pense que c'est l'une des choses les plus riches aussi, c'est de te dire, j'ai vécu une expérience dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses, j'ai dû mettre beaucoup de choses en place, j'ai dû être face à moi, contre moi, et maintenant, je partage cette expérience avec des personnes qui vivent peut-être, alors tout le monde ne traverse pas la Manche, mais à son niveau, dans son entreprise, chaque personne, comme on disait tout à l'heure, a envie de performer en tant que manager, en tant que vendeur, j'en sais rien, en tant que coach, et de se dire, voilà, comment je viens à ramener tout ça dans un contexte en faisant l'analogie avec le sport, avec le dépassement de soi, et avec tout ce que moi, j'ai pu briser, d'une certaine manière, pour être qui je suis aujourd'hui. Ta question est, c'est le coach qui revient tout de suite, c'est inspirer. C'est ça. On s'inspire tous les uns des autres. L'acte que tu es en train de faire là s'inspire. Moi, je pense qu'il y a 2 typologies d'inspiration. Il y a l'inspiration qu'on peut toucher et l'inspiration qu'on ne peut pas toucher. L'inspiration qu'on ne peut pas toucher, c'est les personnes qui sont soit plus de ce monde ou des personnes qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué leur temps à des niveaux qui sont anomaliques et en fait sur lequel on a envie de tendre vers. Et on a une structuration qui nous donne envie de, moi le premier, d'être toujours plus. Si je monte une boîte, je vais être comme Elon Musk. En fait, et c'est important de s'inspirer de ceux qu'on ne peut pas toucher. Bien sûr. Parce que ça te donne une espèce de voix assez extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que ce sont des anomalies. C'est ça. Et mathématiquement, ce sont des anomalies. Mais par contre, on est inondé de personnes anomaliques. Tout le temps. De plus en plus. En fait, l'environnement informationnel, l'environnement éducationnel sont des personnes anomaliques. Anomaliques dans le sens où, en fait, elles ont réalisé quelque chose dans un bon temps, dans un bon timing, au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est reproductible ? La réponse est non. Par contre, ils ont développé un système, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qu'ils étaient, la personne qu'ils sont devenus, et le chemin et le système de croyances qu'ils ont développé pour pouvoir y arriver. Et imagine-toi, je veux être l'un des meilleurs vendeurs de la planète, et là, on en vient à ceux qui nous inspirent et que l'on peut toucher, et c'est exactement ce que j'ai fait pour la traversée de la Manche, c'est que je suis allé toucher des gens qui l'avaient fait. En face de moi, c'était plus une anomalie. C'était des personnes, et je me donne l'autorisation de pouvoir aller toucher des personnes qui ont vécu ce que je souhaite faire. Et pour les personnes, tu vois, que physiquement que je peux rencontrer, par contre, on peut s'inspirer tout partie de d'autres personnes. La gestion du froid. La première chose que tu dis, on va se parler de Wim Hof, on va parler de ceux qui ont été formés par Wim Hof, qui suivent encore les préceptes, et ensuite tu commences à suivre, il y a une perte en ligne des mecs qui ont dénutri complètement la philosophie de Wim Hof. Moi, j'aime aller étudier le mec que je peux pas toucher, même si je l'ai rencontré, et ensuite, j'aime aller comprendre plein de personnes qui vivent tout ou partie. Par exemple, pour la gestion du froid, je suis allé rencontrer des gens qui bossent chez Picard. Ça te paraît bête, mais pas pour moi. Parce qu'ils bossent dans le froid tous les jours. Et en fait, ils ont créé un développement, ils ont développé un système de croyances qui permet d'aller travailler la gestion du froid. La leur. Ça ne veut pas dire que j'ai passé 10 heures avec eux. Ça veut juste dire, par contre, qu'en quelques questions et en quelques petits ajustements, j'ai essayé de comprendre quel était leur rapport au froid. Et parce qu'ils réussissaient quelque chose que moi, je n'étais pas capable de faire. Rester un certain bout de temps, travailler dans le froid et autres. En fait, tu peux me dire ce que tu veux, mais forcément, autour de nous, dans nos relations et dans les personnes autour de nous, il y a déjà des sources inspirationnelles. Bien sûr. Et on a tous des potes qui réussissent leur mariage ou qui réussissent leur relation, que ça n'a pas toujours été le cas. Va leur poser la question. Va leur demander ce qu'il fait. Va leur demander quelles sont les croyances. On a parlé du froid, parlons des relations, mais on peut parler du meilleur vendeur. Avant de te dire, ouais, ce mec-là, il est meilleur que moi. Ok, que tu sois compétitif, c'est une chose. Mais par contre, que tu ne prennes pas le temps d'essayer d'aller comprendre le système qui le compose en est une autre. Et en fait, ce système, c'est demander, ok, à quoi tu crois ? Ouais, moi, je crois que je peux vendre 15 machines par semaine. Est-ce que toi, tu l'as, cette croyance ? Et donc, c'est ça, moi, je crois que le but de l'enjeu, et c'est ça pour moi l'acte de grandir, c'est
de récupérer le système familial et le système de croyance qui nous a servi, de savoir ce que tu gardes, de savoir ce que tu dégages et de savoir ce que tu te crées au regard de là où tu as envie d'aller. Et en fait, c'est un juste équilibre qui se fait des fois très inconsciente, mais aussi tu peux mettre un peu de conscience de temps en temps. Et c'est exactement ce que je cherche à faire quand je me lance ce défi-là et tous les défis que je me suis lancés. C'est en fait quel système je vais devoir aller un peu bouger, moduler. Je ne vais pas changer mon caractère en gros, mais cependant, je vais pouvoir aller jouer et aller comprendre ce que d'autres réussissent peut-être en petite partie, en petits fragments, mais que je vais pouvoir aller récupérer. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est ça que j'adore. Ce qui est passionnant aussi, en fait, c'est ce travail d'introspection que tu as, qui se termine jamais en réalité. Comme tu disais, en fait, tu es allé visiter le système de valeurs de la famille, ensuite le tien, ensuite aller briser certains, en lâcher certaines autres, et te reconstruire d'autres croyances qui vont te permettre d'aller toujours dans cet esprit de challenge, parce que ça fait partie de ton identité. Grave. On peut dire ce qu'on veut, voilà. Enfin, moi, j'aime le challenge aussi, on se connaît. Ça fait partie de notre identité, on ne pourra pas nous changer. Donc maintenant, c'est comment je continue à aller encore plus loin et à se prouver d'une certaine manière aussi. Alors, on ira peut-être sur ce sujet aussi. Pourquoi on a besoin de se prouver parfois de tel ou tel challenge ou de telle ou telle performance. Il y a sûrement des choses en fait qui dorment en nous aussi, qui fait qu'on a besoin d'aller se prouver ça. On a parlé du regard de l'autre, on a parlé peut-être, il y a cette notion d'estime, de confiance en soi également. Oui, bien sûr. Qu'on a besoin de remettre tout le temps à jour, qu'on a besoin de réénergiser, de revigorer. Ce qui fait que on se crée des nouveaux challenges personnels. C'est pas pour les autres en général, c'est souvent personnel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, c'est contre moi, c'est avec moi. Et j'ai envie, parce que ça me permet, moi, personnellement, d'aller vers quelque chose qui me tient à cœur, qui me permet de me prouver que j'ai la capacité, à partir du moment où, en plus, je mets de l'emphase sur un système que je ne connaissais pas et qui va me permettre de passer à un autre niveau parce que telle ou personne m'ont inspiré parce qu'elles ont un système et j'ai étudié ce système. Et ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est que c'est cette notion de décortiquer, parce que je sais que tu as lu des centaines de livres de développement personnel et autres, et d'aller décortiquer un petit peu tout ça. Quelles sont les différentes techniques, quelles sont les clés, quels sont les outils que les autres utilisent, parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre. En revanche, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, et tu l'as dit tout à l'heure, un Musk, il n'y en a pas 50. Hein. Tu parlais de Zola, voilà, des gens qui t'inspirent. Je pense qu'on a plein de gens qui ne sont pas touchables, qu'on ne peut pas toucher, mais autour de nous, on a plein de personnes qui ont, à travers leur expérience, leur passé, parfois leurs échecs, nous permettent aussi de nous ressourcer et peut-être de jouer un petit peu sur notre système de croyance aussi, parfois, à condition d'être conscient, à condition également de vouloir changer nos systèmes de croyance, à condition de vouloir évoluer en réalité. Carrément. C'est ça le truc. Bah, en fait, pour moi, c'est le plus dur, but de l'être humain. Ouais, en fait, plus dur, c'est de rester. Mais comme il est aussi dur de rester immobile, il est aussi dur de bouger. En fait, c'est choisis juste ton camp. Ce que tu veux faire, c'est ça. Moi, j'ai choisi le mien. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, c'est choisis ton camp par rapport à ça. C'est dur de grandir. C'est dur de croître, comme c'est dur de décroître. Et comme c'est dur de rester en lambda. En fait, c'est juste dur, veut dire choisi. J'ai la chance d'être dans un système en fait, qui me donne la possibilité de pouvoir grandir. Et donc de pouvoir aller tester. Et pour moi, le faire en est une. C'en est une parmi tant d'autres. Et la quête du développement personnel, c'est pas lire un bouquin de développement personnel. La quête du développement personnel, en fait, pour ceux qui se rendent compte et ceux qui sont depuis un petit bout de temps là-dedans, tu te rends compte qu'on n'a rien inventé. Non. Et en fait, tu te rends compte que quand je dis on n'a rien inventé, ça veut dire que tu touches la philosophie, le stoïcisme en ce moment, qui a le vent en poupe, mais en fait, n'a rien à envier à ce que certains dogmes religieux ont posé. Quand je dis ça, c'est que c'est juste à un moment, quand tu commences à faire le tour, je parle des outils, je n'ai pas fait le tour du sujet, mais je parle des outils, c'est juste choisi. C'est ça. Si c'est par les pierres, alors que tu n'y crois pas et qu'il y en a d'autres qui vont se foutre de ta gueule parce qu'ils ont démontré que scientifiquement, ça ne fonctionne pas, mais si toi, ça fonctionne.
Moi, j'ai des fans d'astrologie autour de moi. Et pour moi, c'est un truc totalement ésotérique. J'essaye de comprendre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est du matériel pour pouvoir échanger. Et en fait, c'est ça le sujet de l'être humain, c'est juste de trouver ton matériel à toi. L'entrepreneuriat en est un incroyable, mais comme d'être manager en est un incroyable. C'est choisis ce truc-là, et en fait, derrière, tu vas pouvoir aller jouer et aller trouver le matériel qui, toi, va te permettre de pouvoir évoluer, grandir, et où est-ce que tu as envie d'aller. Pour moi, l'aventure, le sport en est une, mais comme de lire certaines choses et de lire des grands auteurs, Zola, tout le monde me dirait que c'est complètement, ça ne sert pas à grand-chose, mais pas du tout. Pour moi, ça me permet d'enrichir mon vocabulaire et que ça me permet de comprendre comment fonctionnait à une autre époque que la mienne, comment ça fonctionnait. On n'invente rien. Il y a juste une accélération qui se fait dans le temps. Et donc, c'est juste intéressant de commencer à aller voir comment ça se faisait avant. Et il y a peut-être des choses à récupérer. Pas tout, hein. Il y a peut-être des choses à récupérer. Non, mais il y a toujours des choses à récérer, je pense. Notamment des valeurs. Ouais, carrément. Des valeurs, des comportements, des manières de gérer. En fait, l'être humain en soi change juste de jouet. Et en fait, on jetait un œil à quels ont été les jouets avant. Et aussi, moi, j'adore aller voir les futurs jouets. Bien sûr. Si on avait alors, parce qu'on va passer sur d'autres sujets aussi, le temps avance. Le temps avance beaucoup. Le Grégor d'aujourd'hui, s'il devait fermer les yeux et juste retrouver le Grégor de l'époque, maçon, qui était peut-être qui est dans autre chose en tous les cas, s'il avait peut-être 1, 2, 3 conseils à donner à ce Grégor beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimenté, avec beaucoup moins de travail sur lui, d'introspection aussi, quels pourraient être ces conseils qui pourraient sûrement aider notre audience aussi, peut-être parfois à se dépasser, peut-être parfois à se poser des questions, peut-être parfois à se dire tiens, j'ai une richesse en moi qui est importante, aujourd'hui j'en suis là, mais j'ai cette capacité, si je vais chercher un peu plus loin, si je me fais accompagner peut-être, ou si je m'entoure d'un autre environnement, peut-être que j'ai cette capacité moi aussi à aller toucher du doigt un rêve, un objectif que je peux avoir au fond de moi, un rêve d'enfant, hein, qu'on a tous parfois, on a tous des petits rêves comme ça. Quels pourraient être ces 1, 2, 3 conseils, enfin ce que tu as en tous les cas, que tu aimerais partager avec notre audience? Le premier, c'est fous-toi la paix. Quand je parle le problème du performeur, c'est que tu as une envie de manière... Un moment que tu n'as pas utilisé et qui n'est pas mis au service de ta performance, en fait, tu peux très vite te créer une espèce de très grosse frustration. Et moi, c'est un mécanisme qui arrive très rapidement chez moi. Et après, je vais commencer à aller scroller ou aller regarder d'autres personnes qui ont fait tout ou partie ou même mieux que moi. Et en fait, quand je dis fous-toi la paix, c'est fous-toi la paix. Arrête de te comparer à une version différente, à une petite fenêtre de version d'une autre personne que tu ne connais pas. Exact. Et à ta totalité. Tu es plus riche que ça. Pas plus riche que la personne, mais tu n'es pas que ça. C'est ça. Tu n'es pas que ton objectif. Tu ne te définis pas en tant que ton objectif. C'est ça. Maintenant, ça serait te dire l'inverse. Et là, je vais être paradoxal là-dedans. C'est que, oui, ton objectif ne te définit pas. Mais soyons très honnêtes entre toi et moi, tu ne m'aurais pas invité si je n'avais pas réussi certaines choses. Soyons honnêtes. Bien sûr. On est dans une culture du résultat. Et que faites cet petit exercice chez vous. Regardez l'épreuve des Jeux Olympiques que vous avez le plus kiffé. Dites-moi quel était le numéro 2 et le numéro 3. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec ce système, c'est pas le débat maintenant. C'est juste que, en fait, c'est une réalité. On a tendance à aller voir celui qui a performé. C'est ça. Se focaliser en fait sur la personne qui est la plus performante. Ça veut pas dire que la 2 et la 3, elle est pas contente. Ça veut pas dire que la 2 et la 3, elles ont mal fait leur taf. C'est juste qu'à cet instant T, elles n'ont pas réussi à dépasser une personne qui a été plus performante à cet instant T. Est-ce que ça change ta valeur? Donc, c'est vraiment le deuxième conseil. Quand je te dis que tu n'es pas tes résultats, c'est que l'échec ou la réussite ne fait pas ta valeur. Elle est un excellent moyen de pouvoir aller te connecter à d'autres et à te prouver que tu peux réussir certaines choses, mais ça ne fait pas ta valeur intrinsèque. C'est pas parce qu'à un moment donné, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'eau froide ou dans l'eau glacée qu'en fait, ça fait de moi une mauvaise personne.
Mais ça a un sujet vraiment hyper important, c'est OK, j'ai pas réussi ça, OK, donc ça veut dire que ça, mais en fait, t'es un mari, un amant, t'es un ami, en fait, T'es un collègue. il y a plein d'autres choses. Exactement. C'est pas parce que tu réussis pas à ce moment donné-là à performer à cet instant T que intrinsèquement, t'as moins d'estime de soi et t'as moins de confiance. Ouais, mais moi j'ai vu des mecs essayer de faire la traversée de la Manche, ne pas le réussir et partir dans une dépression fondamentale et totale en pensant que c'était ça. Alors que moi j'ai vu peu de personnes être capables de claquer l'entraînement qu'ils ont fait. Oui, t'as pas eu le résultat, c'est vrai. Il y a une comparaison qui se fait entre toi et moi, mais c'est mécanique et je l'ai fait, tu l'as fait, tout le monde l'a fait. Faut arrêter de se mentir là-dessus. Par contre, ça ne change pas la personne que tu es et ça ne change pas le chemin que tu as fait. Et c'est ça le sujet. C'est vas-y, kiffe le chemin. Fais des trucs qui peuvent paraître à ton sens et en ton nom durs, mais trouve des leviers de kiff. Il y en a beaucoup qui disent oui, moi je ne serais pas rentré dans l'eau froide ou moi je ne monte pas sur un ring pour faire des sparring face à d'autres. Ouais, ça fait mal. C'est dur, c'est rugueux, ça fait mal. Mais sauf que sortir du ring et du sparring parce que j'ai traité et je suis allé voir ma peur au lieu autour de la violence, où je suis allé voir ma peur de faire mal à l'autre, où je suis allé voir ma propre peur de me faire mal, moi j'en tire un bénéfice après dès que la cloche a sonné. Et c'est pareil pour l'eau froide, et c'est pareil pour une très longue mission de natation à un instant T, et c'est pareil quand je vais aller coacher des gens. En fait, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est kiff, trouve des leviers de kiff. Moi j'adore nager dans le froid, j'adore ça me fait kiffer. J'adore la sensation que ça me donne. Et donc, le conseil, c'est trouve des leviers de kiff. Trouve des leviers de kiff. Et puis, je vais parler d'un truc qui m'a éclaté à la gueule hier. J'ai 37, je vais en avoir 38. Bulan, ce que je veux dire, va pas nous faire plaisir. Tout le monde dit que la crise du middle age, elle se fait à 40 ans. C'est faux. C'est faux. Les chiffres, c'est à 79. Et même 77. Donc ça veut dire qu'on a déjà passé la moitié. Ça y est. En fait, c'est pas pour faire flipper, c'est juste que, ok, le temps passe très vite. Et en fait, je te dirais, prends du temps pour apprendre, prends du temps pour t'amuser, mais dès que tu as trouvé un semblant de chose qui te fait kiffer et qui donne du sens à ta vie, tu la trouveras pas à 100%, mais vas-y, fonce, fais un truc, avance dessus, apprends. Et si au cas où ça marche pas, tu pourras refaire autre chose. De toute façon, tu as passé une grande partie de ta vie à démarrer à faire ça. Et donc, c'est dès que tu as trouvé un truc qui te fait un peu vibrer, un peu kiffer, pas qui est fade, mais qui, toi, quand le soir, ça te permet de rentrer dans l'eau froide, vas-y, fais-le, teste, essaye. Et en plus, si c'est monétisable, ça sera encore mieux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le coaching. Il y a un truc qui est très important, et tu l'as dit, c'est cette notion d'échec et de réussite. Ne pas se définir en tant qu'échec ou en tant que réussite. Beaucoup de personnes, en fait, essayent certaines choses. Elles ne réussissent pas, et ça fait partie du chemin, c'est normal. Voilà. L'échec est normal, classique. Ce que je dis toujours, c'est l'échec doit être présent, ça doit être un paramètre que tu mets dans l'équation, comme tu disais tout à l'heure précédemment. Mais dans ce paramètre, c'est comment je vais faire en sorte d'apprendre quelque chose à travers cet échec que je viens de vivre et comment je vais pouvoir la prochaine fois me projeter peut-être différemment avec un système différent, comme tu parlais de système. Donc c'est là où c'est intéressant. Et la réussite, c'est pareil, en réalité. Voilà, je ne me définis pas comme quelqu'un qui a forcément réussi parce que j'ai plein d'échecs par ailleurs. Bien sûr, en vrai. Donc, je ne suis pas telle ou telle chose. Et c'est important de se le dire et de le répéter. Et je pense qu'en coaching, tu le répètes aussi. C'est ne vous définissez pas comme étant X ou Y. Définissez-vous comme le bon père de famille, j'en sais rien, le bon collègue, le bon entrepreneur, le bon coach, le bon conférencier, j'en sais rien, tu vois. Mais tout ça, c'est des petites choses dans une globalité. Et quand tu dis le bon conférencier, ça me fait rire. La seule conférence que j'ai qui est disponible, c'est mon TEDx. Ouais. Il est nul à chier. Mais c'est pas grave. Mais c'était il y a 4 ans. Première grosse scène devant plus de 900 personnes. Et d'ailleurs, il a été coupé par mon erreur. C'est mon erreur, c'est pas... c'est qu'en fait, j'ai mis la musique des Dents de la Mer sur ma première vanne qui durait 5 minutes. Aujourd'hui... en fait, embauche-moi pour faire une conférence parce que j'ai été nul au début. Parce qu'en fait, je me suis pris une grosse claque. Il y en a pas qui ont dit c'était trop bien, c'était incroyable. Non.
à un moment donné, moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans le coaching de manière générale. En fait, je pense qu'il faut aussi aller voir ses parts d'ombre. Il faut aller voir les choses qui nous rendent jalouses. Il faut aller voir les trucs un peu moins belles. Les trucs qui font que, en fait, c'est aussi une des parties de la beauté de l'être humain. Et en fait, ça emmène à la crudité. Et là, le performeur va parler. La crudité du résultat. C'est cru un résultat. C'est la minute ou t'es pas à la minute. Quand j'ai le débat ce matin avec mon coaché, il me dit, pour moi, t'es pas à la minute. Moi, dans mon fort intérieur, je suis. Et donc, on a après, c'est entre toi et toi-même, et c'est le rapport que tu as. Et moi, pour moi, c'est le truc le plus difficile pour moi, c'était le rejet. Et ça l'est toujours. Et c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est comment je vais aller travailler le fait de me faire rejeter par d'autres et que c'est OK et que ça fait partie du deal. À partir du moment donné où tu veux briller et qu'il y a une partie de toi très égotique qui veut briller, il y a aussi une partie de toi qui n'est pas du tout égotique, mais qui est très centrée sur toi-même, hein, qui a peur de te faire rejeter, de te faire critiquer par d'autres. Bien sûr. En fait, il faut assumer. Et je crois que les meilleurs leaders et les meilleures personnes, les personnes qui décident d'embrasser ce qu'elles aiment, c'est qu'elles ont une capacité plus forte et plus grande à prendre des décisions et avancer malgré la peur qui les tenaille et qui veulent monter sur le ring. C'est ça, moi, qui m'intéresse. D'ailleurs, on va faire le lien avec le ring parce que, alors, par hasard, du coup, on fréquente la même salle de boxe. Et ouais. Voilà. Et par hasard, on se retrouve. Comme de par hasard. Et vraiment, le hasard, on se retrouve dans les vestiaires. On s'est pas retrouvés mais juste à côté, en plus. Et on se regarde, on dit, mais on se connaît. Oui, on se connaît. Oui, on se connaît. Alors moi, bien sûr, c'est un entraînement quasi quotidien. Grégor, lui, était pour un challenge, puisqu'il préparait un combat. Donc, j'aimerais savoir un peu quelles sont les étapes, tu vois, de manière rapide. Comment tu utilises tout ça dans ton état d'esprit d'entrepreneur, dans ton état d'esprit de coach également, et dans ton approche, parce que c'est important. Parce que je sais que ton approche, elle évolue sans cesse. Et c'est ça qui est fort aussi. C'est un peu la force aussi des personnes qui vivent des choses un peu extraordinaires parce que tu es obligé de te fine-tuner tout le temps. Tu ne peux pas tout le temps rester sur un même système. Il faut changer parfois. Donc, la question est longue, mais la réponse peut être assez courte. Oui. J'ai deux croyances qui vont te montrer et qui me montrent pourquoi je suis monté sur un ring de boxe. Ma plus grande peur dans la vie, et j'étais confronté à la mort très très jeune, ma plus grande peur dans la vie, à la fin de ma vie, il est de ne pas avoir d'histoire à raconter. Ça, c'est la première. Et ma deuxième grande croyance, c'est que pour être un excellent coach, bien sûr, le performeur va parler, je fais partie des meilleurs coachs de ma génération. Peut-être un jour remplir le Grand Rex. Je te le souhaite. Merci. Et je vais me donner les moyens de le faire. Il y a encore du travail. Il faut balayer devant sa porte. Et quand je dis balayer devant sa porte, ne veut pas dire « Hey, regardez ce que j'ai fait, je vais t'expliquer comment le faire ». C'est que moi, j'ai des clients qui viennent me voir avec lesquels on travaille sur une problématique de développement de boîte et qui fait une crise de masculinité. J'ai des clients qui viennent me voir et des coachés qui viennent me voir « Hey, regarde, je veux être… maintenant, je suis entrepreneur qui a une boîte qui fait 10 millions. Maintenant, je vais passer au niveau supérieur. » Alors que c'est une question d'estime de soi. Et moi, je pars du principe que pour travailler la masculinité ou travailler l'estime de soi, c'est pas j'ai trouvé la meilleure solution, j'ai trouvé la bonne solution pour moi, j'ai balayé devant ma porte. Et en fait, le fait de balayer devant ma porte m'évite de faire de la projection. Je dis pas que je n'en fais pas, c'est pas possible. Mais au moins, l'effet miroir au moins quand la personne va venir me chercher sur cette thématique où on va rentrer dans cette thématique, j'aurais bossé dessus. Rien de mieux qu'un ring de boxe pour travailler ta masculinité. Je suis un fan de tantra, je pratique énormément. Il y a une énergie qui s'appelle l'énergie du yang. C'est une énergie de conquête, c'est une énergie d'avancée qui existe chez toute personne ayant de la testostérone. Elle existe chez les hommes comme chez les femmes. Hein. Bien sûr. Sauf que l'homme a un attribut de testostérone plus fort. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tu ne te connais pas tant que tu t'es pas battu. Moi, beaucoup de personnes disent « Ouais, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait ci. » Ouais, ok. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en train d'avoir un assaut sur toi ? C'est-à-dire qu'elle veut toucher à ton intégrité physique. Et moi, mon combat, j'ai mis 4 ans avant de me dire que je me donnais l'autorisation. Dès que j'ai arrêté de nager, j'ai commencé à essayer de chercher un autre sport.
Et moi, ce que je suis allé chercher dans la boxe, c'est ma violence. L'être humain est un être violent. Pas, il est violent constamment. Il est violent. Il y a de la violence. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de cette violence ? Comment je la bouge ? Il y a tellement de philosophies de combat qui t'expliquent et tu seras encore bien mieux placé que moi. Je ne fais pas partie des gens qui ont beaucoup de colère en eux. J'ai beaucoup de tristesse, mais je n'ai pas énormément de colère. Mais il y a beaucoup de gens qui ont démarré les sports de combat pour savoir comment gérer. Ils channelisaient, ils reprenaient cette colère. Je n'en fais pas partie. Par contre, je me suis dit, OK, maintenant que tu as réussi à faire quelque chose d'aussi extraordinaire, tu repartais de zéro quelque part. Et si tu commençais à aller voir cette violence en toi, je suis formé à la CNV, on se fait des câlins, on se fait du tantra, on s'aime tous. Pas de problème, j'adore ça. Par contre, si tu aimes cette facette de toi, il faut aussi que tu ailles voir des facettes qui sont un peu moins jolies. Bien sûr. Et la première fois que j'ai mis un coup de poing dans la tête d'un mec, j'ai voulu le prendre dans mes bras et lui dire « Excuse-moi ». Parce que je suis gros, je suis lourd, je fais plus de 90 kilos, je dois faire mal, j'en doute pas une seule seconde. Moi, j'adore me battre contre des mecs de 110 kilos. Mais j'ai mis 3 ans avant d'apprécier, de rentrer avec énormément de respect face à quelqu'un d'autre sur un sport de combat. Ça m'a pris plus de 3 ans pour aller voir ma violence, gérer ma frustration, gérer ma non-connaissance technique, gérer des mecs qui font de l'intox. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, tu es dans un tourbillon émotionnel. Et c'est qu'est-ce que tu fous de toutes ces émotions. À un moment donné, tu vas dominer sur un ring et tu vas te sentir surpuissant jusqu'à que tu te prennes un uppercut de l'espace dont tu ne sais pas d'où il est venu et qui va complètement te saboter d'un coup. Et tu vis un voyage constant. Et la question, elle est, cette frustration et cette colère, au lieu de vouloir y aller, d'aller tout de suite au fight, c'est comment je recule, comment je repose ma base et comment... OK, il a trouvé une faille. OK, qu'est-ce que je fais de ça ? C'est ça. Et je trouve que dans le combat, il y a ça. Il y a ce truc de pouvoir aller, toucher, sans... C'est cru. C'est là, c'est l'instant présent. Et à des moments donnés, tu vas te sentir la plus grosse merde du monde. Et à un moment donné, tu vas te sentir la personne la plus puissante. Et ça va paraître très bizarre parce que j'aime tellement nager. Pour moi, nager, c'est un acte de communication avec ce qu'il y a de plus grand que moi. Mais par contre, je me suis jamais senti aussi libre que sur un ring. Quand j'ai fait mon combat, je monte sur le ring. Mon coach me regarde juste avant de monter. Il me dit « Grégor, je sais que tu as traversé une semaine horrible. Pendant la semaine, je me sentais roi du monde, je fais une conférence, trop bien. Je ferme mon Mac, je suis en plein jeudi soir. Dans le TGV, j'ai une crise de panique en me disant « Mais pourquoi je fais ça ? Mais je suis trop nul. Et demain, tu es sur le ring et tu vas te faire éclater. » Et tu commences à réfléchir et là, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Mon coach, juste avant de monter, me dit un truc. C'est mon côté coach Carter. Il me regarde, il fait « Je suis content que tu aies eu une semaine de merde. » Parce qu'en fait, tous les démons sur lesquels tu as travaillé toute la semaine, ils ne seront pas là sur le ring. Exactement. Fais-toi plaisir. Avance. Tu as bossé pour. Fais-toi plaisir. Ça me fout encore des frissons. Et moi, je vis pour ce genre de truc, pour ce genre de connexion avec mon coach. Lui, il l'a dit parce que c'est son coach qui lui dit depuis des années, il ressemble à un mec du Bronx. mais il sait que c'est profond. Et il a utilisé les bons mots au bon endroit. Et c'est là où je vois qu'il est plutôt intelligent. Et que Christopher, si tu m'écoutes aussi, tu as été très intelligent en me disant ça. Parce qu'en fait, il a vu très bien que j'avais bossé comme un forcené. Et que j'avais fait des sparring d'une difficulté vraiment très dure. Et que je ne suis pas le plus beau technicien à regarder et tout ce que tu veux. Mais il savait au moins un truc. C'est que quand j'allais monter sur le ring, j'allais y foutre mes tripes. Et que j'allais finir au bout des 3 rounds mort, mais que je lève ou que je lève pas le bras, je ressortirai de ce truc en me disant ok, j'ai fait la guerre, j'aime le mec en face de moi, j'aime le gars qui est en face de moi, c'est pas mon pote, c'est mon frère, et voilà, et ça s'appelle de la fraternité. Et ce truc-là, il peut se vivre, il peut être vu comme un truc très masculiniste et utilisé en termes masculinistes. Moi, je le vois plutôt comme un véritable outil d'aller comprendre son yang et d'aller channeliser, vraiment d'aller comprendre ce truc-là et de le diriger.
On voit d'ailleurs de plus en plus de femmes, justement, aller puiser leur puissance yang sur les rings ou ailleurs, parce qu'on les voit vraiment. D'ailleurs, je vois dans ces nouvelles, parce que c'est un peu la mode en ce moment aussi, un peu frappé dans le sac, je remarque qu'il y a quand même 80% de femmes qui ont besoin d'exprimer, de faire ressortir. Tu disais tout à l'heure, les femmes ont de la testostérone aussi, à différents niveaux. Mais elles ont besoin peut-être d'imposer certaines choses également, de se prouver certaines choses aussi. Et donc, on les voit en train de boxer et c'est très intéressant. Mais j'aimerais revenir juste une parenthèse rapide sur cette notion de masculinité. C'est quoi la masculinité pour toi en un mot ? Comment tu la développes ? Qu'est-ce qui vient ? Puisque c'est intriguant aussi, dans ce monde en fait où c'est... Alors, j'ai l'impression que les hommes sont moins hommes, les femmes sont moins femmes. En tous les cas, les places sont différentes. Oui, je trouve que les places sont différentes, je ne vais pas dire plus. Comment toi, tu vois la masculinité dans cette ère de changement, de transformation ? Tout comme les émotions, je pense que c'est un sujet qu'il faut aller creuser. Et il faut aller voir les extrêmes. En fait, c'est très marrant parce qu'en fait, les extrêmes nous disent beaucoup de choses. Et en fait, l'extrême de la masculinité toxique de Andrew Tate à tous ceux qui sont autour, à aller voir des côtés avec du féminisme ultra poussé et autres, qui sont ce qu'elles sont. Ils ont le droit d'exister. Moi, j'ai pas de problème là-dedans. Moi, je me pose pas de questions métaphysiques de mon genre. Et je peux comprendre qu'il y en a qui se la posent. J'ai pas. En fait, je veux même pas rentrer dans ce sujet-là. Par contre, en tant qu'homme, ma seule question à me poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette énergie-là et je vais le mettre au service de quoi ? Et pour moi, la masculinité, ça passe par, en fait, à aller parler à d'autres hommes, à aller parler à nos pères, à aller parler PERE et à aller parler à nos pères PAIRE. En fait, il y a des compètes, il y a des choses entre nous qui se font et en fait, c'est d'aller discuter de ça. Et ce qui est vraiment intéressant quand tu commences à creuser, j'ai fait des stages, j'ai fait plein de choses diverses et variées. Mais moi, je crois et je pense réellement et concrètement, j'ai une énergie de conquête, j'ai une énergie de protection, de sécurité qui existe chez moi. Comment je la mets au service des gens que j'aime ? Et comment je la mets au service de la quête que j'aime, de la quête qui me fait vibrer. Elle est en moi, c'est inscrit. Et en fait, l'acte de travailler ça, c'est l'acte d'aller rencontrer d'autres gens qui pensent différent de soi. Et j'en reviens à qu'est-ce que j'ai envie de garder ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce que le féminisme nous dit ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder d'un Andrew Tate nous dit ? Et là, je les mets sur un échiquier. Ils ne sont pas totalement opposés, dans le sens où ils ne sont pas opposés sur le même horizon. Mais qu'est-ce que ça dit de moi, en fait ? Parce que dans chacune des parties, ça dit quelque chose de moi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller absolument dire « c'est ça ma paroisse, c'est ça ma paroisse ». C'est en fait, j'ai envie de prendre quoi là-dedans ? Et qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter par rapport à ça ? Et moi, mon propos, quand je vais faire de la boxe, pour mes potes féministes, ils me disent « Mais voilà, t'es en train de faire un truc de bonhomme. » Ouais, c'est vrai. Je suis en train de faire un truc de bonhomme. Oui. Et il y a une thread sur Instagram qui me fait rire. Je sais pas si t'as vu cette thread, ça s'appelle la thread caillou. Et en fait, c'est des hommes... souvent des hommes qui se prennent pour des hommes de préhistorique et qui jettent des cailloux dans l'eau. Tu regarderas, les petits garçons adorent faire ça. Moi, j'adore jeter les cailloux dans l'eau. Tous. Je ne sais pas pourquoi. Mais on fait pourquoi des ricochets. On fait des ricochets. Mais non, les ricochets, c'est trop classe. Mais les mecs prennent des gros blocs et les jettent dans l'eau et gueulent cailloux. En fait, c'est aussi une partie de moi. Comme je vais aller voir mon yin par des choses où je dois accepter de ne pas être en contrôle. Et donc, je vais aller voir ma part yin. Il y en a qui vont la considérer comme une part plus féminine. Mais moi, j'adore aller jouer dans ce truc-là. Quand je suis sur un ring, je suis yang. Mon but, c'est d'être yang. Mon but, il est d'être en conquête. Mon but, il est d'aller trouver la meilleure manière stratégique pour pouvoir le faire. En baissant mon menton. Et comme quand je chante, quand je danse, quand je fais des trucs qui
qui sont pas très Ton qui yin à sont contribution. à l'aise, enfin je suis pas très à l'aise avec ça, mais c'est juste le fait d'accepter. Et en fait le tantra qui n'est pas le truc sexuel dont tout le monde pense, c'est vraiment une réflexion de OK, comment à des moments donnés de ma vie j'accepte, je prends ce qui vient et je l'utilise, et comment à d'autres moments de ma vie je prends le curseur et je le pousse et je vais être en conquête. Et en fait je pense que la masculinité comme la féminité, c'est ta capacité à aller voir toutes ces parties-là et ces parties qui sont plus ou moins reluisantes et d'aller savoir ce que tu veux en faire, toi. C'est Donc ça c'est pour des moi. énergies en fait qu'on a en nous Ouais. qui n'attendent qu'à être développées et qui comprises. n'attendent peut-être et comprises et puis être mis au service peut-être de notre développement ou bien du développement de notre environnement aussi d'une certaine manière. Mais complètement. Comme tu l'as dit, aller voir nos pairs avec les deux, les deux possibilités, aller comprendre les autres aussi, pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi voilà, il y a cet esprit un peu grégaire aussi. Caillou, voilà. ça me fait Qui tellement fait rire. qu'on a envie de, voilà, on a envie d'être basique en fait. Mais ouais. Et ça, ça fait partie de nous aussi. Mais, les hommes. mais en fait, et j'ai envie de te dire, mais complètement. Et en fait, il faut épouser cette partie. Il y a une partie caillou en moi. et en fait, c'est d'aller épouser sous toutes ses formes ce truc-là. Et d'aller se faire son propre avis. Moi, ma seule réflexion là-dedans et ma crainte, c'est de signer absolument sur un dogme et d'essayer de ne pas réfléchir. Et moi, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est quand tu me regardes et quand tu vois ce que je dégage et quand je dis que je suis végétarien, j'adore regarder la tête des gens. Parce que je suis végétarien pour moi. En fait, je suis végétarien pour moi dans le sens où je suis dans une recherche constante depuis très longtemps. Ouais, parce que quand tu me regardes comme ça, tu te dis pas... moi, j'ai fumé un paquet de clopes par jour pendant 10 ans. Et je pouvais boire une bouteille de vodka à moi tout seul. Pour te dire à quel point je tenais. Ça fait 8 ans que c'est terminé, même gabarit, plus. Et quand tu me regardes, donc la santé pour moi c'est un vrai sujet. Et quand j'exprime le fait par exemple que je suis végétarien, parce que pour moi c'est l'alimentation dans un système abondant. Pour moi c'est l'alimentation qui me permet de me sentir le mieux qui me donne le plus d'énergie. Et on a associé énormément la viande, bravo les marketeurs, on a associé énormément le besoin de viande au fait d'être masculin ou non. Et moi, j'adore arriver devant mes potes avec des vieilles plaques dégueulasses de soja et je leur mets sur leur barbecue. Et tu vois, et pendant 30 minutes, ils vont me charrier là-dessus. Moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur nous. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, je m'en fous. Je suis même pas là pour te dire tu dois être végétarien ou pas. Je ne veux plus convaincre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ma seule question, elle est... Par contre, qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de mes pères ? Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe autour de moi ? Et en fait, t'as des mecs comme... qui sont l'archétype de la masculinité, qui sont en train de dire, ouais, en fait, on a peut-être bouffé un peu trop de viande. Peut-être qu'on a un rapport différent. Ça, c'est mon côté yang qui parle. Mon côté yin, protecteur, dans le sens où accueillir ce qui est en train de se passer, j'ai commencé à regarder quel est mon rapport aux animaux. L'un des trucs que j'adorais faire avec mon père, c'est pêcher. J'adorais pêcher. Ouais, ok. Tu regardes ton rapport aux animaux, tu veux moins les faire souffrir, mais tu vas quand même lui foutre des hameçons de cette taille-là dans la gueule, et tu vas aller t'amuser, puis tu vas le relâcher, il va pisser le sang, et tu vas dire, allez, vas-y, va faire ta vie. Fais-toi plaisir. Amuse-toi bien. C'est ça. Et donc, en fait, ce qui est assez difficile quand tu commences à faire des choix aussi forts, notamment l'alimentation, notamment tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas des choix anodins. Ça va aller toucher à plein de sujets qui sont connexes. Et oui. Et à qu'est-ce que tu veux garder. Système de croyance, en fait, on revient aussi à ça. Complètement. Et c'est ça. En fait, c'est pas de dire la masculinité, c'est ça. Parce que j'en ai vu même dans l'autre sens qui voulait m'expliquer ce que c'était. C'est l'ouverture, c'est exprimer ses émotions et autres. Très bien, génial. Maintenant, ma question, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? C'est ça. Et comment j'arrive à jouer là-dedans. Et je trouve que le tantra, sous toutes ses formes, m'a permis d'aller pouvoir explorer ça et m'a fait vivre des périodes de rejet dont tu n'imagines même pas. Et donc, je me suis rendu compte que j'en étais pas mort. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien. Alors, on arrive progressivement et moi, j'aime beaucoup... partager avec nos auditeurs, auditrices, des tips. Tu as parlé de ton alimentation
Des croyances également qui étaient sur une certaine typologie d'alimentation qui sont beaucoup nourries par les médias, par plein de choses. Les marketeurs sont très bons là-dessus, effectivement. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes, de performeurs, de sportifs qui sont effectivement végétariens et qui s'en sortent a priori plutôt très très bien. Et quand je vois ton gabarit, je me dis, ça va. Oui. Ça va plutôt bien. Je donne le change. C'est ça. Dans toutes ces expériences extrêmes que tu as vécues, que tu as souhaité vivre, comment tu as géré? Alors, il y a 2-3 choses en fait qui m'importent aussi, c'est ton sommeil, la récupération. Comment tu as géré justement ton mental aussi? Parce que garder un mental toujours fort, bien sûr, ça passe par de la répétition, alors je sais que tu as fait de la visualisation, tu as fait plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans la préparation mentale, mais quels ont été les 2-3 points importants qui remontent, en fait, qui font surface par rapport à cette préparation mentale? Et puis la préparation physique, on l'a vu, de toute façon, je pense que tu nages, en fait, au départ, et quand tu dois boxer, tu boxes. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet. Donc voilà, maintenant, les à côté qui t'ont permis d'être encore meilleur dans ce que tu as entrepris de faire. Ouais, voir tous les intrants. En fait, la santé est pour moi l'une des choses les plus capitales et importantes. Tu as mis le sommeil. Moi, j'ai une chance assez incroyable. C'est que quoi qu'il arrive, je préserve mon sommeil. Il peut y avoir n'importe quoi autour de moi. J'arrive à dormir. Je dors. En fait, j'ai une chance assez inouïe là-dessus. C'est que, de toute façon, si je ne peux pas régler mon sujet maintenant, je ne vois pas en quoi le faire à 2h du matin va me permettre de le régler maintenant. Plus je serai reposé, mieux c'est. Et même aujourd'hui, même les gros boxeurs, moi j'ai discuté avec des très très grands entraîneurs de boxe qui avant me disaient mais tu n'imagines pas comme ça a bougé. Avant on donnait pas d'eau aux boxeurs, avant on les martyrisait jusqu'à des heures assez folles. Et il m'a dit le truc le plus fou aussi, c'est que dans les sports de combat, c'est l'adrénaline d'après-combat. Très difficile à dormir après. Bien sûr. Et donc maintenant, je fais juste attention, je sais comment fonctionne mon corps. J'ai passé la moitié de ma vie. Et en fait, c'est comment je le mets en arrosage automatique. Ouais. Que ça ne devienne plus un sujet. Je ne suis pas en train de me re-questionner sur mon alimentation, car je sais que je vais me re-questionner un jour. Mais aujourd'hui, c'est ce qui j'ouvre un truc, je le teste, je l'itère, il est incrémenté. Et en fait, je vais peut-être aller le revoir quand je sens qu'il y a d'autres choses ou que je sens que c'est le bon moment de le faire. Donc pour moi, c'est ne pas tout ouvrir, ne pas tout tester. Et en fait, le premier tips vraiment à donner là-dessus, c'est comment je préserve ma santé mentale et comment c'est bon pour moi. Est-ce que c'est d'aller marcher 10 minutes? Est-ce que c'est d'aller faire une méditation? En fait, il y a des outils tout autour du ventre. Bien sûr. C'est d'en tester un et de n'en faire qu'un. C'est tout. Je sais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième type, c'est le matin, c'est la répétition du matin. Moi, je visualise mes objectifs. Je passe mon temps à essayer d'aller voir qu'est-ce que j'ai besoin d'aller travailler pour aller à cette réalisation. Est-ce que c'est ma peur du rejet? Est-ce que c'est mon estime? Est-ce que c'est mon envie? Je visualise aussi ce que je vais aller réaliser. C'est pas faire de la visualisation pour de la visualisation, de s'asseoir sur un pouf et attendre et de se dire je vais visualiser. C'est plutôt émotionnellement qu'est-ce que j'ai envie de sentir et qu'est-ce que j'ai envie de vivre réellement. Et je le fais pas sur tout. Donc, je choisis mes combats. Et c'est pour moi qui va dans tous les sens, qui a envie de faire plein de choses diverses et variées. Choisir ses combats veut dire que en fait, tu vas aller mettre ton intention, ton intensité et ton focus à un instant T sur quelque chose. Et donc, quand tu choisis tes combats, tu vas faire ce que tout sportif fait, mais ce que tout commercial fait, ce que tout leader fait. C'est répéter la même chose. Pour traverser la Manche, on me dit comment t'as fait? J'ai nagé. J'ai nagé. C'est la première action que j'ai faite. Bien sûr. Je suis pas allé ouvrir un livre. Non. Je suis allé nager. J'ai voulu apprendre la boxe. La première action que j'ai faite, c'est j'ai ouvert mon téléphone portable, j'ai regardé un mec qui risquait de pas me mettre trop mal. Bon, il m'a mis trop mal quand même. Et en fait, je me suis dit, appelle-le et va boxer.
ça paraît tellement bête ce que je suis en train de dire, mais les plus grands sportifs que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré j'ai rencontré des gens assez incroyables, c'est leur capacité de répétition. C'est de faire un coup droit, 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 un coup droit. Toi, tu vois que la lorgnette du JO, tu vois que la lorgnette de ce truc. C'est combien de kilomètres? C'est combien de coups droits? C'est combien en natation de bras qui sont passés au travers? C'est combien d'uppercuts que tu as pris dans le visage parce que ta garde, elle n'était pas placée correctement et que quand le mec va le mettre, tu l'as répété. Et pour moi, ce travail de répétition, il peut se faire dans ton hygiène mentale. Et c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui va te permettre de mettre ça dans ton hygiène mentale. Et le fameux quelques secondes, pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, les quelques secondes, tu vois, que tu as mis en plus pour aller nager, ce quelques secondes en plus dans l'eau glacée. Et donc, c'est qu'est-ce que je dois mettre en arrosage automatique et en répétition. C'est ça le tips que j'ai envie de donner, c'est qu'est-ce que tu dois mettre en place pour encore mieux manager, qu'est-ce que tu dois mettre en place en termes de leadership, qui tu dois aller rencontrer. Si c'est juste d'aller serrer une main tous les jours d'une seule personne, c'est serrer les mains tous les jours d'une seule personne. Parce que tu cares et que tu as envie d'aller le rencontrer. Exactement. Et c'est ça le sujet. C'est pas juste de faire une grande action, je fais l'histoire, c'est incroyable, et hop. Non. C'est juste ta capacité à répéter pendant un certain nombre de temps. Plus tu répètes, et plus tu t'entoures de gens qui t'aident à répéter un peu mieux, plus tu as des résultats. Ça. Exactement. C'est pas si difficile que ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de secrets, en vrai. Non. Moi je viens du monde des arts martiaux et c'est de la répète. Tu fais le coup de pied, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Ok. Et à chaque fois, peut-être que tu viens améliorer un tout petit peu quelque chose. Parce que tu vas mettre ton petit orteil de côté, tu vas gagner un petit millimètre par-ci. Voilà, c'est des ajustements, mais ces ajustements ne peuvent venir, et c'est pareil dans le monde de l'entreprise, dans tout, qu'à condition d'avoir déjà une certaine base de répétition. Complètement. Parce que tu vas commencer à sentir les choses, tu vas commencer à sentir la puissance que tu dégages à travers cette répétition, que tu ne peux pas sentir au départ, parce que tu ne sais pas en fait quelle sensation tu dois avoir déjà. Et je pense que l'idée, c'est pas d'aller chercher une sensation particulière, c'est de faire le geste dans la mesure du possible juste. Bien sûr. Dans la mesure du possible juste, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous inspirer et qui font ces gestes de manière juste. Tu prends aujourd'hui, si on prend la boxe, un Tyson, enfin, il y a tellement de gens qui ont vraiment des déplacements, qui ont cette frappe. Mais avant d'arriver à ça, le mec, il a bossé. Il a répété. Et il continue encore à répéter. C'est des heures. C'est des heures et des heures. Et des heures de pratique. Ah oui. Mais entrepreneurialement parlant, moi, pareil. j'ai rencontré des mecs qui ont monté des licornes et je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait de plus que quelqu'un d'autre? Et il me regarde, il fait, Grégor, j'ai appelé 70 clients tous les jours, dimanche compris, pendant 6 mois. Il me dit, rien que ça. En fait, t'imagines l'avance que j'ai quand je pars d'une feuille blanche, j'ai mon idée et je vais appeler des clients. Et mais je regarde, je fais, vas-y, te fous pas de ma gueule, t'as autre chose, enfin, dis-moi. Ouais, il a peut-être un rapport à l'argent différent du mien, il a peut-être des croyances qui sont différentes de moi. Par contre, il a développé une croyance pour se dire 70 coups de téléphone. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. C'est 70 coups de téléphone tous les jours. Et pas quand il a le résultat et il se dit c'est bon, c'est fait. Non. Tous les jours. Bien sûr que le premier coup de téléphone n'est pas le même que celui au bout de 6 mois. Bien sûr. Mais en fait, c'est le prix à payer pour lui. On revient toujours. C'est son prix à payer. Le prix à payer. Et en fait, l'effet cumulé, même le cerveau n'arrive pas à le comprendre. Mais l'effet cumulé de ce travail de répétition-là t'emmène au bout d'un moment à avoir une certaine typologie de résultats. Et que même s'il y a une part de chance qui rentre à l'intérieur, ça l'est, t'as senti le marché, t'as senti ce qui se faisait, à un moment, c'est ce travail-là qui t'emmène à pouvoir aller comprendre un jour la problématique de client, son verbatim, sa manière de le faire. Et c'est pareil dans tout. Pour moi, le coaching est la même chose. Il y a des outils incroyables. Il ne faut pas réinventer la roue. Plus tu le répètes tous les jours, plus tu le répètes avec tes clients, plus à un moment donné, ça devient inconscient et plus en fait, tu vas performer et aller pouvoir aider le plus de gens parce que tu n'es plus en train de te demander est-ce que je dois positionner cette question-là? Est-ce que je dois ouvrir, fermer? Est-ce que je suis en divergence? Non. Tu as compris la technique. Et après, tu commences à aller la sublimer. Et ça, dans le monde de l'artisanat, moi j'ai vu des gens faire des choses incroyables. Bien sûr. C'est des heures et des heures de répétition. C'est ça. On revient toujours à la même chose en fait. Les bases sont les mêmes, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Non, sérieusement.
continuer On accélère, on distord juste le temps. On distord un petit peu le temps. Chrono, ça a mal parce qu'on distord vraiment le temps juste par notre capacité, par les outils qu'on est en train de faire. L'IA en est une incroyable, il y a plein de choses. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Ces 4h30. De ces 4h30 d'échange qui était juste incroyable. Alors, j'ai toujours quelques questions, mais avec une réponse en une phrase, un mot. J'arrête Une routine à mettre en place chaque jour. S'il y Euh, avait une routine à mettre en place chaque jour, ça serait lequel? Moi, la visualisation, la répétition de ce qu'on veut. Un mot pour surmonter l'échec. Répétition. Une lecture indispensable pour toi. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais... Indispensable, l'argent de Zola, qui fait partie des Rougon-Macquart. Une technique de relaxation. Ta technique de relaxation préférée? Ma fétiche, la respiration en carré, en 5-5-5. Box breathing. Pour moi, puissance incroyable. 2 minutes. Si t'as pas 2 minutes dans ta vie, pour ta santé mentale, c'est que t'as foiré ta vie. Je confirme. Un trait de caractère essentiel pour réussir. Un trait de caractère essentiel pour réussir, la capacité de décision. C'est le choix. Faire des choix. Une citation inspirante, si tu en as une en tête qui te vient comme ça. Je crois que je n'ai pas fait. Ouais, mon père me disait toujours le voyage vaut autant que la destination. Je ne sais plus de qui c'est. Et moi, j'aimerais rajouter que la destination peut être extraordinaire. Merci beaucoup. Merci pour ce voyage en tous les cas. Et sur ces mots, on va clôturer cet épisode. Merci pour ta clarté, merci pour ton honnêteté, merci pour qui tu es également. Et j'espère que tous ces éléments vont venir inspirer tous nos éditeurs, auditrices. Et j'ai aucun doute là-dessus. Donc encore une fois, merci et je te dis à très bientôt. Merci Gregor Osbolt. Merci pour l'invitation.